Les économistes, ils ont tendance à dire la chose suivante. Ben écoutez, certes, on pollue, on dégrade la nature, mais c'est pas grave, on investit, et donc grâce à l'investissement, on va devenir plus riche. Or, cette idée de substituabilité de la nature, du capital à la nature, est une idée fondamentalement erronée. Au contraire, le capital, les investissements, ne fonctionnent que dans la mesure où un environnement est maintenu avec une certaine qualité. Alors pourquoi ce capitalisme vert, d'après nous, n'est pas possible? On détaille toute une série de raisons dans le livre, mais je voudrais en évoquer principalement trois. La première raison, c'est tout simplement le fait que dans le capitalisme, on ne sait pas démanteler, on ne sait pas faire des profits avec quelque chose qu'il va falloir détruire, enlever. Voilà, bon. Or, la bifurcation écologique, en grande partie, va consister à se défaire d'équipements qui sont trop polluants, comme des aéroports en surnombre, ou comme des usines chimiques dont on aura décidé de se passer, ou comme des raffineries dont on va réduire le nombre. Un deuxième élément qui est très important, c'est le fait que faire entrer dans le système prix la nature, donner un prix à la nature, ce qui est fondamentalement l'idée qui est proposée aujourd'hui, c'est une aberration. Et cette aberration, au-delà du problème de la comparaison, c'est aussi l'aberration qui consiste à penser que l'on peut remplacer de la nature par du capital, mais aussi éthique. L'idée que l'on puisse décider consciemment de léguer aux générations futures un environnement dégradé plutôt que d'avoir comme position de principe de leur léguer un environnement complet. Alors on pourrait peut-être rajouter un dernier élément qui est lié plus à la conjoncture du capitalisme actuel. Un des grands problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est que l'État est fortement affaibli. Les capacités de l'État sont fortement affaiblies. Et la capacité à discipliner le capital ne tombe pas du ciel. Elle tombe elle a deux déterminants. Le premier déterminant, c'est le fait de pouvoir contraindre le capital. Autrement dit, la liberté de circulation des capitaux. Si les capitaux peuvent partir comme ils veulent, eh bien c'est extrêmement difficile d'avoir des politiques publiques qui soient autres que incitatives. Parce que si vos entreprises ne sont pas contentes, eh bien elles se barrent et vont investir ailleurs. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème est associé tout simplement à la taxation et la capacité d'avoir des taxes suffisantes pour pouvoir investir dans l'activité publique et donc avoir des gens qui sont compétents, formés, bien payés et qui sont donc capables de faire face à l'expertise qui est propre au secteur privé. Et de ce point de vue-là, là aussi, on sait qu'on a des faiblesses extrêmement importantes, héritées de cette impuissance de l'État organisée pendant la période néolibérale. Alors, j'avais une question aussi, dont on a beaucoup débattu tous les deux. Comment utiliser ce fabuleux outil qu'est le numérique, mais qui par ailleurs est un outil et aussi en même temps d'aliénation dans le système actuel capitaliste. Alors ça, c'est une question extrêmement importante et sur laquelle on a beaucoup discuté dans la rédaction du livre pour essayer de trouver l'équilibre qui était juste. On ne voulait pas à la fois verser dans un solutionnisme numérique qui dirait finalement tous les problèmes de la connaissance liés à la planification au XXe siècle sont résolus par les ordinateurs et on peut y aller franchement et ça sera simple. Ou alors, à l'inverse, un versant technophobe qui dirait le numérique mène nécessairement à la réification, à la destruction et du coup il n'y aura pas d'espace pour celui-ci dans une société soutenable. Alors, évidemment, ces deux positions ont un point. Évidemment que le numérique est aujourd'hui un outil de réification et de destruction écologique. Bon, on peut le documenter de façon très, très simple. On sait que l'empreinte écologique, en particulier énergétique, des nouveaux dispositifs associés à l'intelligence artificielle, par exemple, est extrêmement important et croît à une vitesse alarmante. Bon. On sait aussi, par exemple, que la santé mentale des jeunes est aujourd'hui massivement dégradée par une surexposition aux écrans. Donc cette idée qu'il y a une forme de réification et de la nature et de l'humanité avec des effets destructeurs puissants associés au numérique est absolument exacte. De l'autre côté, il serait aussi complètement illusoire de penser qu'on pourrait prendre conscience et finalement reprendre le contrôle sur la crise écologique en se passant des outils du numérique. Donc la méthode qu'on propose est la suivante. C'est un calcul écologique qui permet de définir un espace des limites planétaires à l'échelle des pays. Donc on redéploie à l'échelle des pays, on évalue. Il n'y a pas d'objectivité à ces limites planétaires. Elles sont
sujette à des controverses scientifiques, et ensuite la manière dont on répartit cette contrainte-là est quelque chose aussi qui est un acte politique. Mais donc là, il y a un premier élément de calcul écologique qui est qu'on définit, du point de vue des différentes dimensions écologiques, un espace de déploiement d'une activité économique pour un territoire donné, à l'échelle nationale, mais ensuite ça se décline sur les différents territoires. Et puis il doit y avoir aussi une démarche plus bottom-up, d'évaluation au niveau des forêts, des systèmes de bassins versants, etc., de qu'est-ce qui est finalement un calcul écologique pertinent au niveau local. Donc ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est le moment, je l'ai expliqué, de l'investissement, de la socialisation de l'investissement et du déploiement de l'action publique à travers les grandes entreprises publiques. Eh bien là, on déploie un peu comme on le fait aujourd'hui. Il n'y a pas de grande nouveauté. Si ce n'est que plutôt que d'avoir BlackRock qui pilote principalement l'investissement, eh bien on va avoir des banques de développement qui vont appliquer des politiques de crédit définies conjointement avec la Banque centrale. Donc le calcul économique reste un calcul monétaire. Les gens vont continuer à avoir un salaire, etc. Alors ça ne veut pas dire que l'horizon ne peut pas être une extension de la gratuité. J'ai parlé tout à l'heure de services publics. Les services publics, l'élargissement des services publics, ça peut être une logique d'extension de la gratuité. On a parlé aussi de soutien aux initiatives locales. On peut imaginer que les communs ou des choses comme ça se développent et se substituent. Mais il reste des éléments de calcul économique sous forme monétaire relativement classique. Ceci étant néanmoins subordonné à un calcul politique qui est celui de la délibération.